Mesdames et messieurs, je vous salue. Paul Biya sera-t-il candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025? Alors, telle est la question que bon nombre de compatriotes se posent, au moins depuis le début de cette année, et en fait, et à laquelle il n'y a que lui-même pour y répondre. Alors, avant de développer ce thème, alors je tiens à dire que cette capsule vidéo est spécialement dédiée au compatriote Kleber Jahan Zwachep depuis la Grande-Bretagne, qui est un soutien indéfectible de notre page Le Droit au 237, n'est-ce pas, et qui nous encourage au quotidien afin que cette initiative se pérennise, qu'elle continue à contribuer à l'éveil des consciences et au développement d'une citoyenneté républicaine dans notre pays. Donc, salut mon frère Kleber Zwachep. Alors, revenant à la question qui est posée, on a vu depuis le début de l'année plusieurs initiatives, plusieurs déclarations de compatriotes tendant notamment à demander à Paul Biya de prendre enfin sa retraite pour aller au village. Car après 43 ans de pouvoir et un bilan particulièrement désastreux, on pense que pour l'amour, le peu d'amour qu'il peut avoir pour son pays et pour ses compatriotes, il devrait pouvoir permettre au Cameroun d'expérimenter une autre gouvernance. Et je crois que dans ce sillage, je vais citer la pétition qui a été initiée par le professeur Abba Oyono, n'est-ce pas, pour demander la non-candidature de Paul Biya, pétition que j'ai déjà moi-même signée et que je n'hésiterai pas à partager à tous ceux qui en feront la demande. Il est important que les Camerounais, n'est-ce pas, puissent exprimer leurs sentiments par rapport à la possibilité ou non pour Paul Biya de candidater. En tout cas, l'objet de cette capsule est de démontrer qu'en dehors de la simple demande des Camerounais de souhaiter à Paul Biya de prendre sa retraite, il y a des arguments juridiques qui empêchent une nouvelle candidature de Paul Biya pour cette élection de 2025. Donc je parlais de l'initiative du professeur Abba Oyono qui a lancé une pétition, mais je pense également, n'est-ce pas, à l'appui que cette pétition a reçu des collègues célèbres comme le professeur Aimé Boni, n'est-ce pas, le docteur Aristide Mono, l'artiste Valsero, n'est-ce pas, qui a également lancé un challenge pour la non-candidature de Paul Biya. Je pense également aux déclarations du professeur Kouvando, les déclarations du journaliste Xavier Messé, n'est-ce pas, commentant le discours de fin d'année de Paul Biya. Je pense à la sortie tonitruante du compatriote Saint-Éloi Bidoum, qui n'a pas hésité à dire que une nouvelle candidature de Paul Biya serait une ambition simplement criminelle. Donc, avant moi, il y a un certain nombre de compatriotes qui ont exprimé l'opinion selon laquelle Paul Biya devrait définitivement prendre sa retraite. Et à titre personnel, en signant la pétition lancée par mon collègue, le professeur Jean-Calvin Abba Oyono, c'est parce que j'ai également la conviction que Paul Biya ne mérite plus, n'est-ce pas, de conduire un nouveau mandat à la tête de notre pays. Et les raisons sont multiples. D'abord, nous sommes dans une république, et lorsqu'on parle de la république, c'est un système qui consacre la vocation de chaque citoyen à pouvoir diriger les affaires publiques. Or, en 2025, si Paul Biya devait se présenter, il postulerait à un 8e mandat. Vous voyez? 8 mandats, après 43 ans d'un régime qui n'a pas toujours assuré le bonheur des Camerounais. Alors, de fait, Paul Biya a transformé notre République en une monarchie, n'est-ce pas, où
quelques privilégiés ont privatisé l'administration publique et où les services publics sont carrément monnayés. Il y a très peu de services publics dans lesquels aujourd'hui vous pouvez arriver et obtenir le service gratuitement sans avoir à payer, n'est-ce pas, carrément une taxe supplémentaire imposée par le titulaire des lieux. Donc, la première raison de mon point de vue, c'est le fait d'avoir transformé notre République en une monarchie, de par la longévité de son mandat, car toutes les républiques sérieuses, toutes les démocraties modernes consacrent, n'est-ce pas, la limitation des mandats. Or, Paul Biya, par une ruse en 2008, a réussi à lever le verrou de la limitation des mandats qui était pourtant consigné de marbre dans la Constitution de 1996. Donc, si la limitation des mandats prévue par la Constitution de 1996 avait été maintenue, mais Paul Biya aurait libéré le plancher depuis 2011 et en cette année 2025, nous serions en train d'expérimenter nécessairement un troisième président depuis Paul Biya. Donc, la monarchisation de notre pays n'est pas acceptable en République et donc c'est une raison pour moi importante pour demander à Paul Biya d'aller se reposer. La deuxième raison, c'est l'état de santé physique et intellectuelle de Paul Biya. Alors, il a 93 ans. Alors, à 93 ans, tout le monde sait, les experts en matière de santé, le professeur Boni l'a souvent dit, après 80 ans, chaque jour supplémentaire amenuise nos capacités physiques et intellectuelles. Et Paul Biya n'est pas une exception, il n'est qu'un humain. Alors, à 93 ans, il est visiblement fatigué. Nous avons eu l'occasion de le voir pendant ses sorties publiques, n'est-ce pas, montant sur les marches du palais de l'Élysée en France, où il fallait absolument qu'il soit soutenu, n'est-ce pas, pour pouvoir continuer à marcher. Alors, nous ne savons pas ce qui se passe dans son intimité, mais les quelques apparitions publiques, n'est-ce pas, qu'il a pu faire ces 10 dernières années, mais ont été catastrophiques, n'est-ce pas? Et chacun sait notamment son séjour aux États-Unis, où il s'interrogeait encore de là où il se trouvait, et où il se demandait s'il y avait des personnes dans la salle. Donc vous comprenez que on peut bien douter aujourd'hui de la solidité des capacités physiques et intellectuelles de Paul Biya, du moins à partir de ce que ces apparitions publiques nous ont montré. Alors nous nous rappelons notamment, n'est-ce pas, cette scène au Palais de l'Unité, où ayant devant les convives, il était incapable même de les saluer au point où c'est son épouse, n'est-ce pas, qui a pu soulever ses bras afin qu'il fasse le geste, n'est-ce pas, de civilité nécessaire à l'endroit de ses convives. Alors, ce sont des signes qui ne trompent pas. Et si, en citoyen d'un pays, en patriote, nous ne pouvons pas tolérer, n'est-ce pas, que quelqu'un qui manifeste des signes de faiblesse de ce genre continue de trôner à la tête de l'État. En tout cas, je suis convaincu que si Paul Biya persiste à présenter sa candidature, c'est bien la preuve qu'on abuse de ses faiblesses parce que aujourd'hui, on ne peut pas dire que Paul Biya ait la totalité de ses moyens pour se déterminer en toute souveraineté. En tout cas, les appels que l'on voit par-ci et là, n'est-ce pas, sont bien la preuve que Paul Biya est incapable de se déterminer. Parce que si on doit être obligé d'appeler quelqu'un afin qu'il soit candidat, mais c'est bien la preuve que la personne ne jouit plus de la liberté de candidater. Car quelqu'un qui est libre de candidater affirme sa volonté de diriger le pays. Il dit « je veux être candidat » parce qu'il a une ambition, il a une vision, n'est-ce pas? Il a un projet de société pour la population camerounaise. Or, 43 ans après, si Paul Biya doit être appelé à candidater, c'est bien la preuve qu'il n'est plus en mesure de se déterminer librement et qu'on doit plutôt le pousser. Or, si en le poussant ici, il parvenait à confirmer sa candidature, c'est bien la preuve qu'il est victime d'abus de faiblesse. Et vraiment, ça, c'est également un argument qui devrait pousser tout Camerounais à souhaiter que Paul Biya prenne enfin sa retraite pour aller jouir vraiment de la dignité associée à sa qualité de patriote. Mais il y a surtout un argument qui est lié au bilan même de Paul Biya. Mais le bilan est catastrophique. On n'a pas besoin de porter, n'est-ce pas, des loupes pour voir que notre pays est en train de
de s'effondrer chaque jour davantage. Le septennat qui finit. Quel est l'acte majeur que Paul Biya a posé dans le sens de relever vraiment la dignité des Camerounais? Aucun. N'est-ce pas? Aucun. Alors, nous souvenons qu'en 82, quand Paul Biya prend le pouvoir, mais le Cameroun est un pays en voie de développement qui se situe au même niveau de développement que la Chine et la Corée du Sud. Aujourd'hui, nous savons où est notre pays comparé à ces deux États que je viens de citer, dont le bilan est catastrophique. Et chaque jour du règne de Paul Biya continue à enfoncer notre pays. Moi qui suis natif de Konsamba, alors en 82, le train était l'un des moyens de locomotion les plus utilisés par les populations de Konsamba, notamment pour se rendre du côté de Mbanga, Kumba, Douala, Yaoundé, jusqu'à Ngaoundéré. Aujourd'hui, le train n'arrive plus en Konsamba. Le train n'arrive même pas en Mbanga. Alors ça, c'est un indicateur suffisant pour voir que, au lieu que le réseau de communication ferroviaire, n'est-ce pas, soit étendu en 43 ans, mais il s'est plutôt amenuisé, n'est-ce pas, pour se réduire en peau de chagrin. Donc, autant d'arguments qui, en toute citoyenneté, devraient nous pousser à être hostiles à une nouvelle candidature de Paul Biya. Mais cela dit, au-delà des pétitions, qui ne sont en fait qu'une exhortation de nature purement sentimentale, afin de déterminer Paul Biya à prendre enfin sa retraite, au-delà de tout ce que nous disons ici, il y a lieu peut-être de compléter cette attente des Camerounais par les arguments que le droit nous offre pour pouvoir, n'est-ce pas, nous opposer à la candidature de Paul Biya si d'aventure il manifestait une intention dans ce sens. Alors, intervenant donc dans ce sens, dans cette logique-là, je voudrais invoquer ici deux dispositions qui interdisent, en fait, qui empêchent que Paul Biya figure parmi les candidats de l'élection présidentielle de 2025. Alors, le premier, c'est l'article 118 alinéa 1er du Code électoral. Alors, cet article 118 alinéa 1er dit clairement ceci, et je lis. Alors, sont inéligibles les personnes qui, de leur propre fait, se sont placées dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation ou d'une puissance étrangère ou d'un État étranger. Alors, c'est une disposition dont j'ai déjà fait état à l'occasion d'une sortie que j'avais faite sur Equinox Télévision, mais sur laquelle j'ai été interpellé par plusieurs collègues qui notamment voudraient mieux comprendre le sens de cette disposition en rapport avec la candidature de Paul Biya. Alors, tel que le texte vient d'être libellé, alors il s'agit d'empêcher que soit porté à la tête du Cameroun quelqu'un qui n'est pas capable d'en assumer l'indépendance et la souveraineté. C'est-à-dire quelqu'un qui va dégrader la considération que notre pays peut mériter. Et à cet égard, n'est-ce pas, jusqu'à ce que, aussi longtemps que Paul Biya avait les faveurs des Camerounais, on pouvait ignorer ces dispositions-là. Mais aujourd'hui, nous sommes bien obligés de les visiter, de les découvrir et de les exploiter parce que l'heure est grave et que justement, toutes les dispositions doivent être prises pour justement atteindre nos buts. Le Cameroun est une république. Le Cameroun, de par l'article 1er de la Constitution, se veut une démocratie. Et parmi les piliers de la démocratie, il y a la primauté de la règle de droit. Et quand on parle de la règle de droit, personne n'est au-dessus de la loi. Si l'État lui-même que Paul Biya incarne est soumis à la règle de droit, mais ce n'est pas Paul Biya qui pourrait en faire exception. Donc Paul Biya en tant que Camerounais est soumis à la règle de droit et sa qualité de président de la République ne le dispense pas de l'obligation de se soumettre à la règle de droit. Et donc cet article 118 interdit qu'une personne qui a fait allégeance, qui est capable de faire allégeance à une puissance étrangère puisse postuler à la magistrature suprême de notre pays. Or, pour l'application de cette disposition, il faut se souvenir les multiples sorties de Paul Biya. Et en ce qui me concerne, je vais rappeler simplement deux faits dont tous les Camerounais peuvent bien se souvenir. Le premier, c'est la déclaration de Paul Biya au perron de l'Élysée en France en 1990, où il s'est proclamé le meilleur élève de François Mitterrand. Alors, se dire meilleur élève étant chef d'État d'un pays, meilleur élève n'est-ce pas, d'un président d'un autre pays, mais c'est bafouer complètement la souveraineté et l'indépendance de son pays. Parce qu'on sait que
le maître a autorité sur son élève. Et l'élève est soumis au maître. Le maître peut lui dispenser des enseignements. Le maître peut lui faire des injonctions. Le maître peut le soumettre à des épreuves. Le maître peut le sanctionner. Alors, lorsqu'on se rappelle que le titre premier, le tout premier titre de la Constitution du Cameroun est consacré à la souveraineté de l'État. Et cette souveraineté emportant un certain nombre, n'est-ce pas, d'obligations de la part du chef de l'État, mais on doit véritablement s'interroger devant une telle déclaration d'un chef d'État souverain à l'égard d'un autre chef d'État souverain. Donc, lorsque Paul Biya se prévaut d'être le meilleur élève de François Mitterrand, en fait, il étale à la face du monde que le Cameroun n'est pas un pays indépendant. Et donc, qu'en tant que chef d'État du Cameroun, il est prêt à recevoir les ordres de François Mitterrand, les injonctions de sa part, qu'il est prêt à subir des sanctions de sa part. Il se met en position d'infériorité qui sacrifie complètement la souveraineté du Cameroun et l'indépendance de notre pays. Violant d'ailleurs, ostensiblement, les obligations telles qu'elles sont décrites par l'article 5, alinéa 1er de notre Constitution, qui, entre autres, précise très bien que le président de la République est le chef de l'État. Et à ce titre, il veille au respect de la Constitution et il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Et troisièmement, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, n'est-ce pas, de la permanence et de la continuité de l'État, du respect des traités et accords internationaux. Donc cette disposition, par rapport à ces dispositions, j'insiste surtout sur le fait qu'il est garant de l'indépendance nationale. Or, Paul Biya ne garantissait plus l'indépendance nationale lorsqu'il affirmait être le meilleur élève de François Mitterrand. Dire qu'on est meilleur élève de quelqu'un peut avoir un sens différent lorsqu'on se réfère à quelqu'un qui est passé dans l'au-delà, n'est-ce pas, dont la théorie nous a influencés. Alors, si je dis par exemple que je suis le fidèle élève de Nelson Mandela, ça veut dire en fait que je m'inscris à l'école de Nelson Mandela. Et lorsqu'on se réfère ainsi à une personnalité, n'est-ce pas, qui n'est plus de son monde, ou à quelqu'un avec lequel on n'a pas de rapport, de contact, on comprend très bien qu'on fait allusion là à une source d'inspiration. Je peux me prévaloir d'être le meilleur élève de Thomas Sankara, parce que justement, la philosophie, l'idéologie développée par Thomas Sankara, n'est-ce pas, détermine ma pensée, détermine mes actions. Mais quand vous le dites en présence de quelqu'un qui est en position de pouvoir, c'est un asservissement qui est inadmissible. Et donc, cette seule déclaration que Paul Biya avait faite en 1990 était suffisante pour déclencher les mécanismes de destitution, notamment sa mise en accusation dans le cadre de la haute trahison. Mais il y a plus. Alors, Paul Biya a multiplié des allégeances devant tous les chefs d'État français successifs qui sont venus après François Mitterrand, qu'il s'agisse de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, et plus récemment encore devant Emmanuel Macron. Alors, chacun se souvient que au sortir du grand dialogue national en 2020, Paul Biya a organisé une visite en France et ayant rencontré Emmanuel Macron, au perron encore de l'Élysée, il a dit en substance qu'il était venu rendre compte du déroulement du grand dialogue à M. Emmanuel Macron. Mais au nom de quoi est-ce que le chef d'État camerounais doit rendre compte au chef d'État français de la gestion du Cameroun? C'est encore la réitération, vous voyez, par ces propos, de l'asservissement de Paul Biya à l'égard de François Macron. Et justement, c'était que la perpétuation de ce qu'il avait eu à faire depuis les années 1990. Or, en français, rendre compte a un sens très précis. On ne rend compte qu'à un supérieur hiérarchique. Et rendre compte veut dire présenter un rapport détaillé à quelqu'un de qui, à l'égard duquel on est obligé. Donc, que Paul Biya aille encore en 2020, pendant le mandat qui est en train de s'achever, dire qu'il est allé rendre compte à Emmanuel Macron, mais c'est affirmer sa réitération, la violation de l'article 5 de la Constitution qui met à sa charge de garantir l'indépendance de notre pays. Donc, ce seul grief, n'est-ce pas, à partir de ces deux déclarations, vous comprenez que Paul Biya s'est placé dans une posture où l'article 118 alinéa 1er du Code électoral le disqualifie désormais parce que
c'est des faits qui embarrassent la souveraineté de l'État, qui embarrassent l'indépendance de notre pays. Et la conséquence qu'en tire l'article 118 dont je venais de faire lecture est de rendre Paul Biya inéligible. Mais il y a plus. Lorsqu'on prend l'article 122 du Code électoral, alors on va découvrir que parmi les pièces qui doivent constituer le dossier de candidature, il y a, je vais le retrouver, la déclaration. N'est-ce pas? Il y a la déclaration qui doit être faite par l'individu, selon laquelle, la déclaration sous l'honneur, par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution. Une déclaration. Mais la déclaration n'est recevable que si elle est sincère. Autrement dit, elle cesse d'être recevable, mais lorsqu'elle émane de quelqu'un qui a déjà montré à plusieurs occasions que le respect de la Constitution n'est pas sa préoccupation. Et à cet égard, je crois que les actes de violation de notre Constitution que l'on peut opposer à Paul Biya sont très nombreux. En 43 ans de règne, mais Paul Biya a fait de la violation de la Constitution mais un jeu favori, n'est-ce pas? Alors, pour me limiter à quelques exemples, chacun peut noter la prégnance de Paul Biya sur le Conseil supérieur de la magistrature, malgré le principe démocratique de la séparation des pouvoirs. Parce que la nature du Cameroun, c'est une nation démocratique. Or, lorsqu'on dit que le Cameroun est une nation démocratique, cela veut dire qu'il est régi par les principes, ou bien par les piliers, n'est-ce pas, qui fondent la démocratie. Et parmi ces piliers-là, il y a la séparation des pouvoirs. Séparation de l'exécutif, du législatif de l'exécutif, du judiciaire. En tout cas, les pouvoirs doivent être équilibrés de manière à ce que chacun d'eux puisse exercer pleinement les attributions qui sont les siennes. Or, Paul Biya, en tant que chef de la magistrature, n'est-ce pas, montre par là l'empiètement de l'exécutif dans le judiciaire. N'est-ce pas? Et donc, c'est une violation de l'article 1er alinéa 2 de la Constitution. Alors, son maintien à la tête du RDPC, en violation de l'article 7 alinéa 4 de la Constitution, qui déclare clairement que les fonctions présidentielles sont incompatibles avec toute autre fonction, publique ou privée. Le chef de l'État, en prenant la magistrature suprême de l'État, mais doit s'investir pleinement à ne faire que ça. Et donc, la conséquence que cette disposition implique, c'est qu'en accédant à la magistrature suprême de l'État, le chef de l'État doit se départir de toute responsabilité dans son parti, même s'il s'agit d'une association privée. Or, à l'heure où je parle, Paul Biya reste le président du RDPC, n'est-ce pas, en violation de cet article 7. Autre exemple, mais Paul Biya a créé, à partir d'un décret qu'il a pris en 2008, une confusion entre les provinces et les régions, violant par là même l'article 51 de notre Constitution. Car l'article 51 de la Constitution, je vais le retrouver, je voulais dire l'article 55 de la Constitution. Alors l'article 55 de la Constitution dit clairement ceci: les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes. Ouais, les régions et les communes. Donc de par la Constitution, la région est nécessairement une collectivité territoriale décentralisée. D'ailleurs, l'alinéa 2 de cet article 55 dit clairement ceci, et je cite: les collectivités territoriales décentralisées sont des personnes morales de droit public. Elles jouissent de l'autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. Elles s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions fixées par la loi. Et il continue. À l'article 61, sont constituées en régions les provinces suivantes. Et vous voyez, cet article 61 énumère carrément toutes les 10 provinces, sous-entendu que sur le même territoire de la province, va coexister une région. Mais la province et la région ne peuvent pas avoir... D'abord, la Constitution distingue très bien les dénominations, mais au niveau des natures, c'est deux organes complètement différents. La province est une unité administrative à la tête de laquelle se trouve le gouverneur, tandis que la région est une collectivité territoriale décentralisée, n'est-ce pas, placée sous l'autorité
du président du conseil régional. Donc, vous comprenez que en confondant les provinces en régions, Paul Biya violait ostensiblement cet article 55 qui fait bien la distinction entre les provinces et les régions. Et dans tous les cas, la lecture du citoyen que je suis était de considérer que en érigeant les provinces en régions, mais Paul Biya manifestait là sa volonté de ne pas donner effet à la décentralisation. Parce que l'intention était de donner à la communauté internationale l'impression que les régions existaient effectivement au Cameroun, du seul fait de leur appellation, alors que dans les faits, les régions n'ont été créées que récemment. Donc vous voyez, il y a des intentions de ruse derrière, et en tout cas, la confusion créée par le décret de 2008 entre les provinces et les régions viole, n'est-ce pas, ostensiblement, l'article 55 de la Constitution, n'est-ce pas, renforçant ainsi l'idée que le respect de la Constitution n'a jamais véritablement été une préoccupation première de Paul Biya. La dernière illustration, c'est l'absence de déclaration des biens voulue par l'article 66 de notre Constitution. Alors, dans tous les États qui ont consacré le principe de la déclaration des biens, tout le monde sait qu'au lendemain de son élection, mais tous les chefs d'État déclarent leurs biens publiquement. Mais qui peut me dire aujourd'hui à quand est-ce que Paul Biya a déclaré ses biens? Jamais. Or, n'ayant jamais déclaré ses biens, il viole l'article 66 de la Constitution, n'est-ce pas, se mettant ainsi dans les conditions d'être poursuivi pour haute trahison. Lorsque je parle de haute trahison, en fait, le fondement se trouve dans l'article 53 de la Constitution, puisque l'article 53 dit que la haute cour de justice est compétente pour juger les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, entre autres, par le président de la République en cas de haute trahison. La haute trahison, c'est quoi? Pour dire les choses simplement, on considère la haute trahison comme tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l'unicité et à la laïcité de l'État, à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité du territoire national. Or, la mobilisation de la poursuite du chef de l'État pour haute trahison dans le contexte camerounais est complètement verrouillée, parce que l'initiative doit partir de l'Assemblée nationale, dont on sait qu'elle est majoritairement tenue par le RDPC. Ensuite, il faut que les faits soient... il faut que l'Assemblée nationale prenne une délibération, n'est-ce pas, ordonnant l'ouverture des poursuites contre le chef de l'État. En l'état actuel, ce n'est pas possible. Donc le seul levier que nous pouvons mobiliser, c'est l'occasion de l'élection présidentielle pour demander la disqualification de la candidature de Paul Biya si d'aventure il manifestait une intention dans ce sens. Pour revenir à la définition de la haute trahison, quand on dit tout acte portant atteinte à la forme républicaine de l'État, mais on sait très bien que, d'après les accords de la tripartite, la limitation des mandats était une règle qui devait devenir inamovible, quelles que soient les circonstances. Or, la limitation des mandats est un principe républicain qui donne la possibilité, n'est-ce pas, à tout citoyen de pouvoir aspirer à gérer les affaires publiques. Mais en 2008, Paul Biya est passé au forceps, n'est-ce pas, poussant les députés, qui étaient largement acquis à sa cause, à lever un verrou, n'est-ce pas, qui était pourtant un socle imprenable, n'est-ce pas, de notre Constitution. Donc, en se ménageant une magistrature suprême à vie, mais Paul Biya portait atteinte à la forme républicaine de notre pays. Alors, lorsqu'on dit atteinte à l'unicité et à la laïcité de l'État, mais tout le monde voit aujourd'hui le degré de tribalisme qu'il y a dans notre pays. Un tribalisme carrément créé et entretenu par l'État. On sait que depuis 1990, chaque fois que Paul Biya est menacé par un opposant particulier, n'est-ce pas, le tribalisme est orienté contre cette personne. Dans les années 80 à 90, mais les principales cibles, c'était les populations du Nord, n'est-ce pas? On parlait des Wadjo, des moutons et tout le reste. Un concept créé par les officiels et entretenu simplement parce que, à la suite du coup d'État de 84, n'est-ce pas, nos concitoyens du Nord étaient considérés comme les ennemis de la République. Mais depuis 90, lorsque Ni John Fundi, n'est-ce pas, s'est révélé comme étant le principal challenger de Paul Biya, le tribalisme a changé de cap pour devenir le tribalisme anti-anglo-bami.
créé par le régime, entretenu par la CRTV, n'est-ce pas, et manipulé à dessein pour essayer de faire des Anglo-Bamis qui étaient les principaux supports de John Frondi, les nouveaux ennemis de la République. Alors, depuis les années 2012, avec la révélation du MRC et son leader Maurice Kamto, on voit aujourd'hui, n'est-ce pas, s'élever un tribalisme anti-bamileke, n'est-ce pas, simplement parce que la cible à abattre aujourd'hui, c'est le professeur Maurice Kamto. Donc, par rapport à tout ça, il y a naturellement violation de l'unicité de la République parce que même si notre pays n'est pas aujourd'hui éclaté, le tribalisme est un faisceau dans lequel, n'est-ce pas, duquel qui pourrait déboucher plus tard à la partition de notre pays. Et dans tous les cas, on sait aujourd'hui que les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest réclament leur sécession, mais tout cela à cause de la manière dont Paul Biya a géré notre pays en 43 ans. Alors, on parle également de la violation de la souveraineté, je crois que de la souveraineté et de l'indépendance du pays. Je crois que les faits que j'ai relatés tout à l'heure montrent très bien qu'avec ces déclarations réitérées d'allégeance à l'égard des présidents français, mais Paul Biya a étalé à la face du monde la preuve que notre pays n'est pas souverain et que les chefs d'État français pouvaient considérer notre pays comme une de leurs sous-préfectures, n'est-ce pas, et décider, donner des injonctions, instruire toute action à leur guise, n'est-ce pas, et que Paul Biya s'engageait simplement à respecter béatement, sans possibilité, n'est-ce pas, de s'y opposer. Il a dit en 90, à l'égard de François Mitterrand, il a encore dit récemment, n'est-ce pas, en 2020, en disant qu'il était allé rendre compte à Emmanuel Macron d'une situation purement interne. Parce que le grand dialogue national, en fait, ne visait qu'à apaiser, n'est-ce pas, les tensions qui minaient différents, n'est-ce pas, certains partis de nos territoires, et notamment pour aborder la question de la crise dans les régions anglophones. Donc, à partir de ces deux éléments, chers amis, je crois que si notre pays était véritablement une démocratie, le mandat de Paul Biya se serait arrêté depuis. Si les mécanismes, n'est-ce pas, de destitution pouvaient être facilement mobilisés. Alors, n'ayant pas pu le faire, l'occasion de l'élection présidentielle est celle qui permet à toute personne intéressée de demander la disqualification d'une éventuelle candidature de Paul Biya. Et les fondements dont ne manquent pas, à mon modeste niveau, je mets en avant l'article 118, n'est-ce pas, que l'on doit interpréter en lien avec les propos tenus en Mondovision par Paul Biya à l'égard des présidents français successifs. Et il y a l'article 122 du Code électoral, n'est-ce pas, qui exige, entre autres pièces, la déclaration, n'est-ce pas, de respecter la Constitution. Or, à l'égard de Paul Biya, on peut lui opposer les multiples violations de la Constitution qui rendent donc son éventuelle déclaration non sincère. Et la non-sincérité d'une future déclaration de Paul Biya de respecter la Constitution devrait entraîner purement et simplement la disqualification de sa candidature, n'est-ce pas, et nous donnerait ainsi l'occasion de le renvoyer à la maison pour aller se reposer et permettre ainsi aux Camerounais d'aspirer à une nouvelle gouvernance, d'aspirer, de prétendre à une nouvelle expérience de gouvernance, n'est-ce pas, incarnée par un autre compatriote. Paul Biya est loin d'être le messie du Cameroun. D'ailleurs, le bilan qu'il nous présente aujourd'hui est tellement mauvais. Nous avons honte, en tant que Camerounais, lorsque nous situons à l'étranger, d'avoir à répondre à certaines questions que nos amis nous posent. Et tout cela du fait, n'est-ce pas, du long règne de Paul Biya, qui s'est installé aujourd'hui comme un monarque, n'est-ce pas, et qui ne se sent pas obligé de rendre compte aux Camerounais, dans tous les cas, et encore moins de s'intéresser à la vie des Camerounais. On voit aujourd'hui comment les Camerounais sont malmenés à travers le monde, y compris par des pays voisins qui ne pouvaient pas se mettre à la même table que le Cameroun, comme la Guinée équatoriale, mais cela n'intéresse pas le gouvernement, n'est-ce pas? Ce qui tient le régime RDPC Biya à cœur, c'est la perpétuation de son règne à la tête de l'État, même si tous les Camerounais pouvaient mourir. Et ça, c'est inadmissible. Donc ça, c'est la contribution que je voulais donner à la suite de plusieurs compatriotes qui demandent la non-candidature de Paul Biya, mais au-delà de la simple demande, qui lui laisse le loisir d'apprécier ou non s'il se présente, je crois qu'il était important de mettre également en avant des arguments juridiques que l'on pourrait invoquer si d'aventure Paul Biya manifestait l'intention de se présenter à la présidence du Cameroun.
Et à cet égard, les membres du Conseil constitutionnel sont interpellés à entrer dans l'histoire. Peut-être aujourd'hui, ils ne le voient pas, mais dans 5, dans 10 ans, qu'ils soient là ou pas, leur progéniture sera appelée à répondre, n'est-ce pas, des faits que l'on pourrait imputer à leurs parents. Qu'ils veuillent bien entrer dans l'histoire et donner véritablement la primauté à la règle de droit. Or, la règle de droit, telle qu'elle existe aujourd'hui dans le contexte camerounais, interdit à Paul Biya de voir sa candidature validée dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. Les faits ne remontent pas aujourd'hui, c'est des faits suffisamment anciens. Mais le fait de ne les avoir pas invoqués avant n'interdit pas que l'on les invoque aujourd'hui. Et donc, nous pensons qu'en plus de l'appel que les Camerounais vont lui faire, cette capsule va le déterminer à éviter l'humiliation, n'est-ce pas, qu'une disqualification de sa candidature pourrait lui faire subir. Car en tant que patriarche, âgé de 93 ans, nous devons tous nous incliner devant son âge et il mérite aujourd'hui notre respect. Et Paul Biya, en prenant sa retraite, devrait aujourd'hui être une source d'inspiration au futur président de la République et même à tout autre citoyen camerounais qui voudrait apprendre auprès de lui, n'est-ce pas, un certain nombre de réalités lorsqu'on se trouve à la tête de l'État. Donc Paul Biya veuille bien nous entendre et éviter l'humiliation d'une disqualification sûre si d'aventure il ambitionnait de candidater pour l'élection présidentielle de 2025. Voilà donc, chers amis, ce que j'avais à dire par rapport à cette capsule. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.